on appelle à un moratoire. On demande qu'il y ait une suspension des expulsions des Afghans ici en Belgique. On arrête d'expulser les Afghans, pas seulement les familles et les enfants, comme elle dit Maggie de Bloch, de manière informelle, parce qu'il n'y a rien d'écrit qui prouve que les Afghans et les familles ne sont pas expulsés, mais on demande qu'il y ait une décision claire pour arrêter l'expulsion de tous les Afghans qui se trouvent ici en Belgique, tant que la situation en Afghanistan n'est pas réglée. Vous savez, il y a une guerre, je pense que c'est une des plus longues guerres qu'on a connues ces derniers temps. On entend régulièrement les rapports qui nous racontent comment cette guerre, elle cause encore des victimes. Les représentations diplomatiques ici en Belgique déconseillent les Belges d'aller en Afghanistan. On leur dit, vous ne pouvez pas voyager en Afghanistan, c'est dangereux. Mais le gouvernement dit, les Afghans peuvent, eux, retourner chez eux, il n'y a aucun problème. Donc les Afghans demandent depuis des mois, dans cette occupation où ils ont été expulsés et ils sont revenus, ils demandent qu'il y ait une solution, un moratoire, un titre de séjour tant que la situation en Afghanistan n'est pas réglée, et un débat de fond sur la problématique de l'Afghanistan. Depuis 10 ans, depuis 2003, l'occupation de l'église de Sainte-Croix à la place Flagey, les Afghans ont demandé une solution, une réflexion de fond, ont demandé qu'on se pose les questions de fond. Malheureusement, depuis 10 ans, il n'y a pas de débat. Maggie de Bloch ne veut pas parler, elle communique avec des phrases, la loi et c'est la même pour tous. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de réflexion, pas d'analyse sur la situation. C'est ça que les Afghans demandent, c'est ça que le comité de soutien demande, c'est ça que les associations et les différents soutiens des Afghans aujourd'hui demandent, qu'il y ait une réflexion, qu'on se pose les questions et qu'on pousse la question de l'Afghanistan jusqu'au bout. Vous savez que la Belgique est engagée militairement en Afghanistan. Ils ont un rôle et un devoir, celui de protéger la population civile. Quand cette population civile se trouve ici en Belgique, on ne la protège pas, on lui dit non, vous n'avez pas le droit, vous pouvez rentrer. Dans les directives européennes, on trouve la protection subsidiaire. C'est un statut qui a été créé en 2007 par les institutions européennes pour protéger les victimes de guerre. Les Afghans se trouvent dans ces conditions-là. Et dans l'article 9 bis de la loi belge, on parle des conditions exceptionnelles, comme par exemple qu'il n'y ait pas une représentation diplomatique de la Belgique dans le pays. En Afghanistan, il n'y a pas d'ambassade belge. Qu'il y ait une impossibilité de retour, ça veut dire qu'on ne peut pas expulser les Afghans dans leur pays. Ça existe pour les Afghans aussi. L'ambassade afghane ici en Belgique ne donne pas de laissez-passer pour expulser les Afghans. Donc on ne peut pas les expulser. Et qu'il y ait un danger réel, un danger de mort. On le voit ici avec le cas d'Aref, quand il a été expulsé dans son pays. Donc voilà pourquoi on organise cette conférence de presse. Voilà pourquoi je vais vous laisser maintenant avec les avocats, avec le porte-parole de l'occupation de Samir et les amis qui ont connu Aref et qui vont témoigner de son parcours ici pendant 4 ans. C'est un ami qui était dans la guerre de la faim en 2011, ici en Roubaix-de-Blain. Je connais très bien. Dans l'occupation, chaque fois, je trouve quelques amis. Dans chaque occupation, c'était une de mon ami que j'ai trouvée dans l'occupation. Je rigolais beaucoup. Nous passions un beau temps dans l'occupation. Mais quand, le jour que je vois ça, j'ai reçu en photo, j'étais très triste. À ça, des années, depuis 10 ans, j'ai chaque fois fait une occupation pour dire que notre choix de rester ici dans l'illégalité, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas notre choix pour rester dans les rues. Le retour en Afghanistan, c'est dangereux pour nous. Et maintenant, ça c'est une des amies qui est explosé, ou il est retourné volontairement. Ça arrive grâce à quelqu'un qui était en contact avec. Et notre ami qui est explosé en Afghanistan ne sait pas ce qui arrive avec ces gens. Alors maintenant, nous demandons la justice pour ce gamin qu'il est tué. Merci.
ken Arif van wanneer die woont al 3 jaar ik ken hem. Die werkt in Brussel, die werkt in winkel. Ik heb contact met hem. En daarna, die moest zijn papier veranderen. Gemeente geweest om papier te nieuw. I know Arif from before when he was in Belgium, in Brussels. He worked in a shop. I had contact with him, and then he asked to change his paper, to take new date for his paper, and he meant to take back his documents. So he lived outside. He lived in Brussels North, Brussels Zuid. Always he slept outside. Then sometimes he come to me, and his life was really and difficult. He had always stress. So he said it's better that he should sell his business on his life. So he said it's better that Commissariat every day take decision in his life. It's better he should take decision to go back to his country. When he gone there, he always called me, he always had contact with me, and he said his life is in danger. It's difficult, nothing changed to his life that he stayed few years in Europe. Same life, same danger in his life. And then one day his mother called me, long time I had no contact with him, and his mother called me, he said that Arif has been killed via unbekende peoples. So I didn't believe to her. She said, I asked the photo if you have something to prove me that I believe that Arif has been killed. So he sent me the few pictures of him, and Goedemorgen allemaal. Natuurlijk geen eenvoudig moment. Ik denk dat onze gedachten moeten uitgaan naar de familie van Arif, zijn moeder die nog leeft, die nog in Afghanistan is. Wij zijn door Ajmal gisteren op de hoogte gebracht van het feit dat onze ex-cliënt vermoord is in Afghanistan. Misschien even kort schetsen wie hij was. Niet dat ik hem zo goed gekend heb, maar even zijn dossier toch schetsen. Hij is in maart 2009 toegekomen in België. Zijn vlucht uit Afghanistan heeft 3 maanden geduurd. En hij heeft eigenlijk sinds maart 2009 een traject afgelegd van een smeekbede om beschermd te worden door België, die tot niets heeft geleid. Dus hij heeft tot 4 keer toe asiel aangevraagd. Men heeft hem niet geloofd. Het kan natuurlijk nu zijn dat in het antwoord dat we gaan krijgen van het commissaris-generaal, misschien ook van Max de Blok zelf, dat ze heeft de vuile was buiten hangen. Ik denk dat het daar hier niet over gaat. Het gaat over een jongen die gevochten heeft. Een jonge gast die hij is geboren in 1990. Dus hij was 19 jaar toen hij hier toegekomen is, die 3 jaar keihard gevochten heeft voor erkenning van zijn problemen, voor bescherming tegen de bedreigingen waarvan hij het slachtoffer was in Afghanistan. En hij is ten einde gehad na 4 asielaanvragen en na ook een verblijf in het Noordstation. Dus men moet dat weten, dat is iets wat weinig in de tijd komt, maar iemand die uitgeprocedeerd is, heeft geen rechten meer. Dus dat worden rechteloze mensen. Dat is wat men dikwijls vergeet, die moeten onder bruggen slapen, of als ze zich organiseren, dat is wel de mooie kant van deze bezetting, dat ze samen zijn, maar als men het individueel aanpakt, dan heeft men niets meer. Men is niets meer, men bestaat niet meer, men heeft geen enkel recht meer. En dus voor Arif was dat blijkbaar te veel. En hij heeft tegen wat hij zelf dacht over zijn gevaar, over het gevaar dat hij liep,
om terug te gaan naar Afghanistan, heeft hij beslist om wel terug te gaan naar Afghanistan, maar hij heeft dat moeten bekopen met zijn leven. Hij is dus zijn laatste asielbeslissing, zijn laatste negatieve asielbeslissing, dateert van eind augustus 2012. Hij heeft dan een aantal maanden rondgedoold en als ik mij niet vergis, maar als man zal mij daar beter, is hij eind 2012, in 2013 is hij teruggegaan naar Afghanistan, heeft dan ook contact gehad met hem en is dan vermoord. Hetgeen wij weten is hetgeen Arman ons verteld heeft, maar heeft een contact met de familie. Hij zou overdag zijn doodgeschoten met een vuurwapen, dus het is niet dat hij verongelukt is. Dus hij is echt gericht vermoord. Misschien nog een heel kort woordje over hoe we nu naar die zaak moeten kijken. Want men vraagt ons, ja, welke lessen trek je daar nu uit? Wij denken dat men in België moet beginnen beseffen. Wij hebben echt de indruk dat men niet beseft hoe ernstig daar de situatie is. De laatste rapporten die nu ook uitkomen bevestigen dat het voor iedereen daar gevaarlijk is. Je ziet ook in het dossier van Aref zelfs een evolutie waarbij in het begin gezegd werd, je kan wel nog terug naar je provincie. Zijn laatste beslissing was dan, ja, je kan niet terug naar je eigen provincie, maar wel naar Pachman. Zij was van Namgara. Je kan wel terug naar Pachman. De provincie naar waar hij is teruggestuurd, daar is hij ook vermoord. Men heeft zich daar dus objectief gezien vergist. En wat men nu ook allemaal uit het dossier zou kunnen gaan halen, van ja, hij heeft daar zich vergist of hij heeft zich daar tegengesproken, want dat is altijd wat men naar voren brengt dan. Wij moeten gewoon objectief vaststellen dat men zich vergist heeft, dat men die jongen zo ver gebracht heeft dat hij tegen beter weten in teruggaat naar Afghanistan en dat dan gebeurt waarvoor hij al die jaren hier in België gevochten heeft, namelijk een bescherming tegen het feit dat hij vreesde om vermoord te worden. Laatste punt daarover, dus de guidelines van de UNHCR, dus de Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, spreken ook natuurlijk niet over de zaak van Aref, maar spreken ook over het soort mensen zoals Aref. Dus de UNHCR maakt eigenlijk in de guidelines duidelijk wie heeft er voor wie is het zeer gevaarlijk om teruggestuurd te worden. Het gaat over kinderen, vrouwen met kinderen, families, maar ook jonge mannen die dus de leeftijd hebben om gerecruiteerd te worden of om verplicht te worden om voor de milities te vechten. En dat is precies wat er voor Aref gebeurd is. En dus men gaat eigenlijk in de asielprocedure altijd gaan zoeken naar tegenstrijdigheden, geloofwaardigheden bij families of soms zelfs bij alleenstaande vrouwen gaat het dan erover. U wist niet wie de eerste minister was van Afghanistan of de burgemeester en men gaat eigenlijk niet meer de objectieve nood aan bescherming gaan controleren, maar de subjectieve geloofwaardigheid van iemand op basis van wie hij is, wat hij zegt en wat hij weet over zijn land. Als je dan de situatie kent in Afghanistan, dan weet je dat dat tot fouten leidt en dan weet je dat dat kan leiden tot wat er spijtig genoeg met Aref gebeurd is. In de asielprocedure is er ook een belangrijk principe, dat is het vermoeden van, niet het vermoeden, het voordeel van de twijfel. Heel belangrijk principe, het voordeel van de twijfel moet normaal spelen ten voordele van de persoon die bescherming vraagt. Als men het voordeel van de twijfel had laten spelen bij Aref, was hij hier nog altijd onder ons, was hij niet vermoord. En dan had men vastgesteld dat hij bescherming nodig had. Men heeft dat nu niet gedaan. Op basis van een redenering rond geloofwaardigheid en rond het zal toch wel kunnen, niet naar daar, maar naar daar, want daar kent u nog een onkel. Dat is objectief gezien fout geweest. Men heeft daar dus dus het vermoeden wat. Het voordeel van de twijfel. Men heeft dat principe niet laten spelen voor Aref en dat is een fataal geworden. Wij zijn hier nog even aanwezig. Ik hoop dat het een soort wake-up call is. Zoals Samira Adami dat ook ergens was. Een wake-up call om te stoppen met een dergelijke strengheid aan de dag te leggen. Die maakt dat er inderdaad mensen teruggestuurd worden die eigenlijk zeer ernstig gevaar lopen. En dat bewijst denk ik de zaak van Aref.
avant ce drame, il y avait déjà l'ensemble de la société civile et de l'associatif qui réclamaient un moratoire sur les expulsions vers l'Afghanistan. Et ils n'ont pas été entendus, nous ne sommes pas entendus par les politiques pour le moment. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que la crainte de voir tout l'Afghanistan débarquer en Belgique si jamais on est trop souple avec les Afghans, elle est complètement absurde et elle est fausse. Entre 1999, l'époque des talibans, même avant, jusqu'en 2010, il n'y a jamais eu d'expulsion vers l'Afghanistan. On n'expulsait pas vers ce pays. Il y avait eu même tout un système pour que, au fur et à mesure qu'on voit la situation du pays, les gens avaient le droit à une sorte de prolongation de leur ordre de quitter le territoire avec un permis de travail tous les 6 mois. Dès qu'ils arrivaient à 4 ans de séjour, ils étaient régularisés, etc. Il y avait tout un système pour permettre à ces gens de travailler, de ne pas dépendre de la sécurité sociale et d'être protégés. Donc même s'ils ne recevaient pas l'asile, on les expulsait pas. Et puis, il y a eu un changement, mais pas un changement en Afghanistan, parce que tous les indicateurs expliquent que l'Afghanistan s'est empiré depuis 2010. Il y a eu un changement en Belgique. Et parce que notre politique s'est empirée, parce qu'une partie de notre classe politique a peur de la NVA et de que sais-je, ils ont changé. Mais on ne change pas les droits de l'homme en raison d'obligations ou de feeling électoral. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme. Et le devoir de protection à l'égard de ressortissants qui viennent d'un pays en guerre, il reste le même. Il ne change pas d'un iota. Et on a véritablement modifié la politique à leur égard, non pas parce qu'il y avait une amélioration dans leur pays, au contraire, tout le monde parle d'aggravation, mais parce qu'on avait un problème politique ici. Et ça, c'est inacceptable. Et on pourrait très bien reprévoir un moratoire pour que les Afghans ne soient pas expulsés vers l'Afghanistan, pour que tous les gens qui, selon tous les indicateurs, sont en danger réel en cas de retour là-bas, puissent être protégés et puissent avoir un statut ici. Parce que on a recommencé depuis 2010 des expulsions pour des hommes seuls, mais par exemple jamais pour des familles. Et donc il y a un moratoire de fait qui n'est pas catastrophique, on n'est pas envahi de familles afghanes. Il y a un moratoire de fait, il existe, mais on n'en tire pas la conséquence logique qu'il faut donner un titre de séjour à ces gens. Et donc on se retrouve avec des gens qui, comme ça a été le cas pour Aref, dorment à la gare du Nord, vivent dans des conditions effroyables, et on les pousse à un retour volontaire. Mais on ne peut plus parler de retour volontaire, et on ne peut pas utiliser le mot volontaire quand il y a une telle pression de l'appareil de l'État pour vous obliger à accepter quelque chose que vous ne voulez pas. C'est pas du tout volontaire que tout un appareil d'État, la police, se mettent contre vous et fassent pression pour que vous acceptiez quelque chose qui est totalement contre votre volonté. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune garçon. Il disait je suis en danger, on ne peut pas rentrer chez toi, on ne croit pas rentrer chez toi. Et finalement, il a accepté de rentrer chez lui et le drame s'est produit. Et ce sont des drames qui se produisent. Et il fallait se douter que ça allait arriver. Et c'est en ça qu'il y a eu une erreur politique qui a été faite, c'est de ne pas avoir tenu compte du risque objectif qui existe là-bas et de se dire que pour une raison ou une autre au niveau politique, on accepte de renvoyer des gens vers un pays où personne ne peut dire c'est safe. Et les guidelines du HCR le disent, mon collègue l'a dit, les guidelines du HCR sont très clairs. Les hommes en fighting age, donc en âge de combattre, sont une cible principale des talibans et des milices armées. Et donc, ces hommes en âge de combattre qui reviennent
d'Europe qui sont expulsés, qui ne se retrouvent sans rien au milieu de camps de réfugiés internes ou de returnees, sont évidemment très faciles à forcer des victimes du recrutement forcé, et on le sait, c'est dit dans des rapports, pour impressionner la population, les talibans et d'autres milices armées font des assassinats comme ça, très spectaculaires, en plein jour et tout ça, de jeunes qui ont refusé d'entrer dans la milice, pour leur montrer, regardez ce que vous risquez quand vous ne nous écoutez pas. Eh bien, peut-être qu'on a estimé qu'Aref n'était pas crédible ici, mais en tout cas, les talibans, eux, ils sont très crédibles là-bas. Lors de la conférence de presse qu'il y a eu à l'ULB, il y avait une dame dont j'ai oublié le nom, qui venait pour l'Institut d'études des migrations du GERN et qui posait la même question. Il disait que c'est incompréhensible parce que la Syrie et l'Afghanistan sont dans le même état de conflit armé et je pense, et c'est malheureux à dire, mais je pense que nous fonctionnons sur base de mode et que les réfugiés syriens sont à la mode et que l'Afghanistan c'est un conflit qui dure depuis trop longtemps et que la mode est passée. J'ai une question bien claire à vous poser. Que répondez-vous aux politiques qui mettent en opposition les SDF bruxellois et notamment les SDF américains? Je pose la question aux avocats. Donc il y a eu une polémique qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui à propos de ce bâtiment, puisque M. Yvan Mayer avait dit qu'il avait l'intention de faire des travaux pour en faire un centre d'accueil pour SDF bruxellois et que les Afghans qui occupaient ce bâtiment en fait l'empêchaient de faire ces travaux. Par après, il a décidé de ne plus faire des travaux dans le bâtiment. Et on s'est renseigné un peu et on s'est aperçu qu'il n'y avait jamais aucun permis d'urbanisme qui avait été introduit. Et donc je pense que M. Yvan Mayer ment comme un arracheur de dents. Par rapport à ce que vous dites, je voudrais ajouter que parmi les SDF bruxellois, il y a beaucoup de familles afghanes avec des enfants qui sont à la rue. Ce sont aussi des SDF bruxellois, puisqu'ils sont sur la commune de Bruxelles. C'est quoi un SDF? C'est un sans domicile. La politique de migration pousse des centaines de familles à être à la rue, et puis ensuite on les met en opposition. C'est ridicule parce que c'est vraiment la conséquence de la politique qui est incriminée par elle-même. Oui, ma question est justement dans votre sens. C'était justement la catégorisation qu'on a fait de politique. En fait, aujourd'hui, être sans domicile fixe, ça n'a pas de frontières. Être à la rue, ça n'a pas de frontières. Dormir dans des conditions inhumaines, Gare du Nord, ça n'a pas de frontières. On est tous aujourd'hui afghans. Oui, Annie. Oui, je voulais savoir si depuis 2010, donc l'expulsion des Afghans en Belgique, s'il y a eu d'autres cas que celui-là, d'autres cas avérés de... D'assassinat. Ouais. Donc en fait, il y a des pays d'Europe qui ont un accord de réadmission avec l'Afghanistan. Les accords de réadmission, ce sont des accords qu'on met en place lors de discussions sur des accords de coopération au développement. Un pays européen propose de l'argent à un pays tiers, de l'argent de coopération au développement, et en échange de cette somme d'argent, le pays tiers accepte que ses ressortissants soient expulsés là-bas. C'est ce qui s'est fait entre la France, l'Angleterre et l'Afghanistan, par exemple. Et donc, ces pays ont donné de l'argent au ministère des Returnees and Refugees, donc un ministère afghan qui s'occupe des réfugiés retournés. La question des réfugiés est centrale en Afghanistan puisqu'il y a entre 4 et 5 millions de réfugiés afghans qui ont été accueillis au Pakistan et entre 1 et 2 millions en Iran. Donc c'est beaucoup de gens, c'est pas du tout les quelques centaines qui sont en Belgique. Et donc ces gens, dès que la situation s'aggrave au Pakistan, il y a des centaines de milliers de gens qui retournent en Afghanistan et puis qui repartent. Enfin, il y a énormément de passages par cette frontière.
Et donc ce ministère a vraiment beaucoup à faire avec les réfugiés qui retournent. Quand des gens, si un expulsé revient d'Angleterre, il est inscrit à ce ministère des réfugiés retournés. Il reçoit une petite somme d'argent pour se réinstaller, totalement insuffisante, mais il reçoit quelque chose. Et on retrouve sa famille, puisque à cause de la guerre, des villages entiers se sont déplacés. Tout ça, parfois, on ne sait plus où se trouvent les gens. Et on l'aide à retrouver sa famille ou sa tribu d'origine, et il est inscrit. La Belgique, elle, n'a pas d'accord de réadmission avec l'Afghanistan, et les autorités afghanes refusent qu'on expulse vers l'Afghanistan, de Belgique. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que quand on expulse de Belgique, on va et on dépose la personne à l'aéroport. Et il n'est pas inscrit, pas enregistré, les autorités afghanes ne savent même pas qu'il est là. Et donc, pour répondre à la question, on n'en sait rien. Il n'y a aucune traçabilité de nos expulsés. Donc, quand quelqu'un retourne de Belgique, on ne sait pas ce qu'il devient en Afghanistan. Et donc là, il avait un ami qui était encore en contact avec la famille, etc. On a pu savoir ce qui s'était passé. Il y a peut-être d'autres cas où on ne l'a jamais su. Donc c'est tout à fait problématique qu'on n'ait aucune vision sur qu'est-ce qui se passe après une expulsion. Mais un retour, je pense dans ce que j'explique. Après une expulsion, puisqu'on l'a forcé, on devrait suivre ce qui se passe après. Après un retour volontaire, ça dépend de la volonté de la personne. Cela dit, là où je ne trouve qu'il n'y a plus de différence entre l'expulsion et le retour volontaire, c'est comme je l'ai dit, quand un État fait une telle pression sur un individu pour qu'il accepte quelque chose, on ne peut plus appeler ça volontaire. J'ai encore une question. Oui. En fait, j'ai appris récemment qu'il y a un groupe parlementaire qui est parti en Afghanistan. Et donc, est-ce que vous avez eu un feedback, puisqu'ils sont revenus, de ce qu'ils ont pu voir sur place? Et est-ce qu'effectivement, vous souhaitez les interpeller, savoir effectivement que c'est bien vrai qu'en Afghanistan, il fait bon vivre? Non, pas de feedback. C'est une question géopolitique qui sort un peu du cadre. Il faut savoir que les talibans c'est depuis les années 80 une création des États-Unis, et que le désastre actuel en Afghanistan est causé en partie par les États-Unis et en partie par les milices islamistes armées, soit directement par les États-Unis, soit par l'Arabie Saoudite, qui est quand même un grand allié à eux. Donc je pense que c'est chou vert et vert chou. On va peut-être lire un petit rapport d'Amnesty International, rapport 2013 sur l'Afghanistan. Cette année encore, des milliers de civils ont été victimes des attaques ciblées menées sans discrimination par des groupes armés d'opposition. D'autres ont été tués ou blessés par les forces internationales et afghanes. La mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, MANUA, a recensé plus de 2700 civils tués et 4805 autres blessés au cours de l'année. La très grande majorité d'entre eux, 81%, par des groupes armés. Le recours à la torture contre d'autres formes de mauvais traitements reste très répandu dans les centres de détention de tout le pays. Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour réduire cette pratique, les femmes et les filles continuent d'être victimes d'une discrimination généralisée et des violences, tant au niveau institutionnel qu'au sein de la société en général. Le gouvernement a tenté de renforcer la surveillance de la presse, ce qui a provoqué un tollé des employés des médias. Ceux-ci ont cette année encore été battus et des menaces et des arrestations de la part des forces gouvernementales et des groupes armés. La persistance du conflit armé a contraint de nouvelles familles à quitter leur foyer. Le nombre total de personnes déplacées à cause du conflit atteint les 459 200 à la fin de l'année.
Beaucoup vivaient dans des habitats précaires, sans accès à l'eau, à un abri suffisant, au service de santé ni à l'éducation. On recensait à la fin de l'année quelques 2 700 000 Afghans réfugiés à l'étranger. Donc comme on disait tout à l'heure, les représentations diplomatiques en Belgique conseillent aux Belges de ne pas aller là-bas, parce que c'est dangereux. Mais le gouvernement continue à dire que les Afghans, eux, ils peuvent retourner. Donc c'est ça la question de fond, je pense, le fond du problème. La seule réponse que les Afghans reçoivent pour l'instant, c'est la loi, et c'est la même pour tous. On vous a dit tout à l'heure qu'il existe dans la loi 2 critères de protection pour des régularisations, la protection subsidiaire, un statut européen pour les réfugiés de guerre, et l'article 9 bis et les circonstances exceptionnelles. Donc, impossibilité de retour chez les Afghans, absence de représentation diplomatique du pays, donc il n'y a pas d'ambassade belge en Afghanistan, et un danger de mort, on le voit maintenant. En réaction à la situation des Afghans, et en réaction aussi à tout ce qui se passe, qu'on voit dans les médias, Lampedusa, les morts qu'on trouve dans les frontières maritimes, et les morts comme Narek, il a eu l'idée d'organiser une manifestation le 19 octobre à 14h. Les collectifs des sans-papiers et les Afghans vont se rassembler. Ils appellent leur soutien au monde associatif, au monde politique, à soutenir cette manifestation, donc ce samedi prochain. Ils démarrent devant le cabinet du Premier ministre de la loi et ils terminent devant le Parlement européen à la place de Luxembourg. Donc le rendez-vous c'est à 14h ce samedi 19 octobre. Donc venez nombreux, appelez vos amis à cette manifestation.